Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, l'objectif est super excitant. On s'attaque à un vrai monument de l'informatique, le langage Java. Le but, c'est de transformer ces étapes d'installation et de configuration, qui ont l'air un peu intimidantes au premier abord, en un plan de construction clair, net et d'une simplicité redoutable. C'est le moment idéal pour démystifier tout cet environnement et poser des fondations en béton pour la création de logiciels. Au menu de ce décryptage, on va suivre une progression ultra logique, un peu comme pour construire une maison. On va parler du langage Java en lui-même, des 3 prérequis matériels, de la préparation de notre atelier de travail, de la création d'un tout premier projet, et enfin, le clou du spectacle, l'écriture du premier code. On plonge tout de suite dans le vif du sujet avec notre première grande partie, le langage Java. Alors, il faut savoir que c'est une technologie d'une puissance phénoménale. C'est littéralement le moteur, souvent invisible, qui fait tourner une quantité astronomique de plateformes dans le monde. Ça anime tout, du simple site web interactif aux énormes blockbusters du jeu vidéo, comme le célébré ici Minecraft. Et pour faire tout ça, Java utilise une architecture bien spécifique, la programmation orientée objet. Qu'est-ce que ça veut dire en langage courant? Eh bien, au lieu d'aligner des séries d'instructions mathématiques complètement abstraites, on va plutôt modéliser des concepts réels. Notre source utilise une métaphore brillante pour illustrer ça. Imaginons le développement d'un jeu vidéo avec un personnage, un chien et une chaise. Dans ce système, chaque élément est considéré comme un objet. Le personnage a la capacité de courir ou de s'asseoir et la chaise a pour fonction de recevoir quelqu'un. Tout l'art du code, ça va être de faire interagir ces différents objets de façon logique. Ce qui nous amène directement à notre deuxième étape, les 3 prérequis. Parce que oui, avant même de penser à monter les murs de notre édifice numérique, il faut rassembler les bons matériaux. Et ici, on a besoin de 3 éléments qui vont travailler ensemble d'une manière fascinante. D'abord, il faut le Java Runtime, la base pour faire tourner les choses, qu'on associe au JDK 8, le fameux Java Development Kit qui amène la vraie boîte à outils. Mais la pièce maîtresse absolue, l'outil roi, c'est l'IDE, l'environnement de développement intégré. Que l'on choisisse IntelliJ ou Eclipse, c'est lui le grand traducteur. C'est ce pont indispensable qui prend nos lignes de texte tapées au clavier et les transforme en code machine pur que l'ordinateur peut comprendre et exécuter. D'ailleurs, voici une astuce de survie absolument cruciale tirée de notre documentation source. Quand on veut récupérer l'IDE Eclipse en version 64 bits, passer par l'installeur automatique classique peut déclencher des bugs assez tordus dès le départ. La vraie solution d'expert pour esquiver ce problème, c'est de télécharger directement le fichier brut au format .zip et de faire l'extraction à la main. C'est la garantie de partir sur des bases super saines et de s'éviter pas mal de migraines. Allez, on avance. Troisième point, la préparation de l'IDE. Maintenant que nos outils sont téléchargés, il faut aménager l'atelier pour qu'il soit ergonomique. Une bonne organisation, c'est le secret pour travailler vite et bien. Ça commence par ranger proprement les fichiers d'Eclipse qu'on vient d'extraire dans un dossier central qu'on appelle par exemple développement. Ensuite, un petit glisser-déposer de l'icône dans la barre des tâches pour l'avoir sous la main. Et surtout, au tout premier démarrage, le logiciel demande de créer un workspace. Ça, c'est notre quartier général, le dossier strict où tous nos futurs projets vont s'aligner. C'est une petite hygiène numérique de base, mais elle est vitale. Autre détail, mais pas des moindres, le confort visuel. Par défaut, le logiciel s'ouvre avec un thème clair. Et franchement, à moins d'avoir une envie soudaine de se brûler littéralement les rétines pendant une session de code de 6 heures, un petit tour dans les paramètres s'impose. On passe tout de suite au thème sombre, le fameux Dark Mode. Ça limite l'émission de lumière blanche et ça protège les yeux quand on doit rester concentré des heures devant son écran. L'atelier est prêt. On passe à la suite logique, la 4e étape, le premier projet. On quitte enfin la théorie pour mettre les mains dans le cambouis. Mais attention, quand on crée un projet Java, il y a des règles très strictes. Pour ranger le code source proprement, on utilise ce qu'on appelle des packages. Et là, la règle d'or, c'est le tout minuscule, aucune exception. Et la logique est implacable. On commence par le domaine d'origine, par exemple france.net, ensuite on ajoute son pseudo de développeur, puis le nom du programme. Ça peut paraître très rigide, mais c'est une technique d'organisation redoutable pour ne pas se retrouver avec un bazar innommable quand le projet commence à grossir. Une fois ces packages configurés, il faut créer la classe principale. Et dans Eclipse, il suffit de cocher une petite case pour faire apparaître une ligne complètement magique, public static void main. Cette méthode, c'est ni plus ni moins que l'interrupteur d'allumage du programme. C'est le point d'entrée unique par lequel l'ordinateur sait où commencer à lire et à exécuter l'application. Sans cette ligne, la machine est juste perdue, elle ne démarrera absolument rien. Et nous voilà à l'ultime étape, la 5e, écrire le code. C'est le moment de poser les dernières briques. Bon, on ne va pas se mentir, au premier regard, cette syntaxe ressemble à un charabia total. Mais en fait, c'est hyper logique. En Java, toute la logique du code est soigneusement enfermée dans des blocs imperméables, délimités par des accolades.
Et si on veut laisser de petites notes explicatives sans tout faire planter, on utilise la double barre oblique. Dès qu'on tape ce symbole, tout ce qui suit sur la ligne devient invisible pour la machine. C'est l'endroit parfait pour mettre des commentaires pour les autres développeurs. Prenons l'instruction exacte utilisée dans notre source pour ce premier grand test. L'idée, c'est de dire à la machine d'afficher un mot précis dans la console, le panneau de contrôle de notre IDE. Pour ça, on dégaine la commande system.out.println. Mais attention, le détail qui tue, le texte qu'on veut afficher doit absolument être placé entre des doubles guillemets. C'est ce qui indique au programme qu'il manipule juste du texte brut à recracher tel quel, et qu'il ne doit surtout pas chercher à l'interpréter comme une commande savante. Ah, et on est obligé de parler de la terreur de tous les débutants, le fameux point-virgule. Ce modeste petit signe de ponctuation, c'est le panneau de signalisation d'arrêt strict pour la machine. À la fin de chaque commande ou de chaque variable, il indique que l'instruction est bien terminée. Si on a le malheur de l'oublier, le système panique, il lit la ligne suivante comme si c'était la même phrase, il ne comprend plus rien et bam, erreur de syntaxe immédiate. Le programme refuse de démarrer. Mais une fois que ce point-virgule est bien à sa place et qu'on lance la machine, la console s'illumine et notre message apparaît. C'est la victoire absolue, l'équivalent du légendaire Hello World qui prouve que tout fonctionne à la perfection. Ce petit succès, c'est la porte ouverte vers un monde dingue. Ça nous laisse d'ailleurs sur une question fascinante. Maintenant qu'on a mis en place des fondations aussi solides, capables de compiler et d'exécuter des données avec une telle précision, quelles architectures logicielles incroyablement complexes va-t-on bien pouvoir inventer lors des prochaines étapes ? C'est une certitude, ce n'est que le tout premier chapitre d'une longue et passionnante aventure créative.